Alors il y a de cela quelques jours, le conflit entre la RDC et le Rwanda a pris une toute autre tournure après que les soldats rebelles du M23 ont pris contrôle d'une partie de Goma à l'est du Congo. Alors dans cette vidéo, je vous propose de faire une analyse générale de ce conflit entre la RDC et le Rwanda. On va tout détailler dans cette vidéo et vous allez comprendre enfin les réels enjeux, qu'est-ce qui se passe réellement entre la RDC et le Rwanda, et vous serez plus que jamais au courant des origines du conflit, les enjeux futurs, et au travers de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le conflit entre la RDC et le Rwanda à l'est du Congo. Pour tout comprendre cela, il faut d'abord se plonger premièrement dans le contexte historique du conflit entre les deux pays. Alors, dans les années 90, plus précisément en 94, génocide frappe le Rwanda. On parle de l'assassinat de plus de 500 000, voire 1 million de Tutsis et des milliers de Hutus modérés en l'espace de 3 mois seulement, entre avril et juillet 94. La victoire du Front patriotique rwandais, une rébellion dominante aux Tutsis, met fin au génocide en juillet 1994, mais provoque cependant l'exode de 1,5 million de réfugiés Hutus vers le Zaïre, actuel RDC. Alors, parmi ces réfugiés, on trouve notamment des responsables du génocide, des milices interarmées qui constituent donc comme ça, dès lors, de bases armées dans l'Est zaïrois en vue de lancer des attaques contre le nouveau régime rwandais. Alors, cette présence donc massive et hostile ajoutée aux tensions ethniques locales crée donc une situation explosive dans l'Est Kivu. Alors, face à la menace posée par les ex-génocidaires réfugiés, le Rwanda décide donc d'intervenir militairement au Zaïre en 1996. Kigali soutient une rébellion zaïroise menée par Laurent Désiré Kabila, l'AFDL, pour renverser le dictateur Mobutu à l'époque. Alors, cette première guerre du Congo entre 1996 et 1997 est initiée par l'invasion du Zaïre par l'armée rwandaise officiellement pour démanteler des camps de réfugiés Hutus armés et éliminer la menace des génocidaires, avec cependant l'appui également de l'Ouganda et quelques autres pays. La FDL progresse rapidement et renverse Mobutu en mai 1997 et installant ainsi donc Laurent Désiré Kabila au pouvoir à Kinshasa. Cette guerre se caractérise donc par des massacres de réfugiés Hutus en fuite. Jusqu'à 232 000 réfugiés Hutus auraient été tués lors de la poursuite de ces groupes armés par l'armée rwandaise à travers le Congo. Alors, ce qui aggrave le bilan humanitaire qui était déjà catastrophique tout simplement. Alors, les alliances scellées durant la première guerre du Congo ne tardent pas à se briser. En 1998, le président Kabila, désormais à la tête de la RDC, nom qu'il a choisi de donner au pays, rompt comme ça définitivement avec les anciens alliés rwandais et les Ougandais en ordonnant le départ de leurs troupes. Alors, cette rupture aboutit à une seconde guerre au Congo entre 1998 et 2003. En août 1998, une nouvelle rébellion éclate dans l'Est. Le Rassemblement congolais pour la démocratie, RDC, soutenu militairement par le Rwanda. Le conflit prend tout simplement une envergure majeure régionale. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et d'autres pays africains interviennent aux côtés du gouvernement de Kinshasa, tandis que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi appuient différents mouvements rebelles. Le pays est ainsi déchiré par une guerre mondiale africaine. Alors, malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu à Lusaka en 1998, les combats se poursuivent jusqu'en 2023. Ce conflit, donc d'une rare complexité, s'accompagne d'exactions massives contre les civils et d'un pillage en règle de ressources congolaises. Un accord de paix global est conclu en fin 2002. Tous les soldats étrangers sont censés se retirer et les principaux groupes rebelles dont la RDC intègrent un gouvernement de transition. Et le Rwanda de son côté annonce ainsi le retrait de ses troupes en fin 2002, mais un rapport de l'ONU de 2003 révèle que Kigali a maintenu une présence occulte destinée à continuer l'exploitation illégale
des richesses de la RDC. Après 2003, la situation sécuritaire reste précaire dans l'est de la RDC. De nombreux groupes armés prolifèrent dans la région, dont le FPR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement de rebelles hutus rwandais formé en 2000 par des éléments ayant participé au génocide. Parallèlement, de nouvelles rébellions à dominante Tutsi émergent également dans le Nord Kivu avec à chaque fois une implication rwandaise. De 2005 à 2009, le général déchu Laurent Nkunda mène une insurrection, le CNDP, avec l'appui du Rwanda, prétendument pour défendre des minorités tutsis congolaises et combattre le FDLR. Puis donc en 2012, une nouvelle mutinerie de militaires tutsis intégrés au sein de l'armée congolaise donne naissance au M23, le mouvement du M23 pour désigner le mouvement du 23 mars. Ce groupe rebelle, dirigé notamment par Bosco Tanganda et Sultani Makenga, bénéficie lui aussi du soutien du Rwanda. Alors selon un rapport de l'ONU en 2012 qui cite le ministre rwandais de la Défense de l'époque comme le véritable commanditaire du M23, en novembre 2012, le M23 parvient à s'emparer de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, infligeant un camouflet retentissant à l'État congolais. La pression internationale pousse cependant le Rwanda à retirer son appui direct et l'armée congolaise, appuyée par une brigade spéciale de l'ONU, défait le M23 en fin 2013. Les rebelles vaincus se replient alors au Rwanda et en Ouganda voisin, ouvrant une période de calme relatif dans l'est de la RDC. Les événements récents, après plusieurs années de calme apparent, les tensions entre Kigali et Kinshasa ont refait surface de plus belle à partir de 2022. Alors, l'élément déclencheur ici est la résurgence du M23 en mars 2022. Le mouvement rebelle refait soudainement surface et lance une offensive d'ampleur en RDC orientale. On parle là du Nord Kivu. Il faut savoir qu'ils ont le temps de se préparer militairement jusqu'ici. En l'espace de quelques mois seulement, le M23, beaucoup plus armé, beaucoup plus préparé à la guerre qu'auparavant, conquiert de vastes zones du Rutshuru et s'empare en juin 2023 de la stratégie cité frontalière de Bunagana. Kinshasa accuse immédiatement le Rwanda de soutenir activement cette offensive, une invasion sous couvert de rébellion selon le président Félix Tshisekedi, président actuel de la RDC. Kigali dément toute implication directe, répliquant que la crise trouve sa source en RDC, même du fait de la persistance du FDLR sur le sol congolais et de la marginalisation des Tutsis congolais. En clair, le Rwanda maintient sa narrative de légitime défense et nie aider le M23 en dépit des preuves accumulées par l'ONU et divers observateurs indépendants, tout en soutenant qu'il se réserve le droit d'intervenir militairement au besoin pour protéger ses frontières et la communauté Tutsi contre les génocidaires Hutus toujours actifs au Congo. Cette guerre donc entretient des narratifs différents de méfiance entre les deux pays. Et tout au long de l'année 2022 et 2023, les affrontements se multiplient dans le nord du Kivu entre le M23 et le FARDC, les forces armées de la RDC. Alors malgré plusieurs tentatives de cesser le feu, les efforts diplomatiques menés notamment par la communauté d'Afrique de l'Est, le processus de Nairobi, et par l'Angola, le processus de Luanda, aboutissent à des annonces de trêve en fin 2022. Mais sur le terrain, le M23 continue de gagner du terrain au nord Kivu en début 2023, encerclant quasiment Goma. Alors, les relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali se dégradent énormément et sont au plus bas. En octobre 2022, la RDC expulse l'ambassadeur rwandais et suspend tout vol de la compagnie RwandAir. Alors, le mois suivant voit avec lui des incidents frontaliers comme des échanges de tirs, d'artillerie et même la chute d'un avion congolais abattu par la défense antiaérienne rwandaise. Nous sommes là en janvier 2023. Chaque camp rejetant la faute sur l'autre, le temps monte aussi les discours politiques. Félix Tshisekedi n'hésite pas à comparer Paul Kagame à Hitler pour ses visées expansionnistes, jurant qu'il finira comme Hitler s'il ne retire pas ses troupes du Congo. Alors de son côté, Paul Kagame accuse ouvertement son homologue congolais d'instrumentaliser la haine ethnique et d'utiliser le FDLR, auteur du génocide, au sein de son armée. Une rhétorique qui
ravive le vieux démon du génocide. Maintenant, en fin 2023, la crise reste donc plus vive que jamais. Sans solution militaire en vue, le M23, toujours actif, refuse de se retirer tant que ses revendications, c'est-à-dire le dialogue avec le gouvernement, la protection des Tutsis congolais, etc., ne sont pas satisfaites. En dépit de la présence d'une force régionale de l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, déployée fin 2022 pour interposer les belligérants, les combats sporadiquement continuent. La situation connaît un nouveau pic de gravité. En janvier 2025, à la surprise générale, le M23 lance une attaque éclair sur Goma et parvient à occuper la ville, important carrefour commercial de plus d'1 million d'habitants. Les rebelles s'emparent donc de l'aéroport et forcent les unités entières de l'armée congolaise à déposer tout simplement les armes. Cette escalade majeure depuis la première chute de Goma en 2012 provoque une onde de choc régional. Les rapports ici sont accablants. Ils font état de présence directe de groupes régulières rwandaises du M23 lors de cette offensive. De même que l'implication de soldats burundais venus prêter main forte à Kinshasa. Alors il est clair que devant ce qu'ils considèrent comme une agression rwandaise flagrante, le gouvernement congolais décide de rompre formellement ses relations diplomatiques avec Kigali le 26 janvier dernier. La crainte d'un embrasement régional généralisé, un scénario rappelant les guerres du Congo entre 1996 et 2023, est alors à son comble. La communauté internationale multiplie les appels au calme pour éviter que ce conflit localisé entre la RDC et le Rwanda n'entraîne toute la région des Grands Lacs dans la guerre. Les enjeux géopolitiques. Alors le conflit entre la RDC et le Rwanda ne peut être dissocié de son environnement géopolitique régional où plusieurs acteurs voisins poursuivent leurs propres intérêts stratégiques, ni du jeu des puissances internationales qui cherchent à stabiliser la région tout en défendant leur position. Alors pour le Rwanda, l'enjeu premier est sécuritaire, identitaire. Kigali justifie depuis des décennies ses interventions au Congo par la nécessité de neutraliser le FDLR, groupuscule armé Hutu qui promeut l'idéologie génocidaire de 1994 qui demeure actif dans l'Est Kivu. Le régime du président Paul Kagame, dominé par la minorité Tutsi, considère qu'il ne peut tolérer la présence à sa frontière de ces anciens génocidaires susceptibles de menacer à nouveau la population Tutsi. Cette préoccupation sécuritaire est réelle, mais bon nombre d'observateurs estiment qu'elle sert aussi de paravent à des visées plus offensives. Le Rwanda cherche en effet à conserver une influence politique et militaire en RDC orientale en soutenant les groupes alliés comme le M23 pour y maintenir une forme de contrôle. Cela lui permettrait de créer une zone tampon contre le FDLR et d'avoir son mot à dire sur les affaires intérieures congolaises. Alors, s'y ajoute à cela des enjeux économiques majeurs que nous allons détailler maintenant. Alors, le Rwanda, un petit pays densément peuplé aux ressources limitées et accusé de lorgner sur les richesses minières du Congo et d'adopter une posture d'expansionniste pour donc en tirer profit. Ainsi, donc, le parrainage de la rébellion Kivu sert donc à la fois d'intérêt sécuritaire, c'est-à-dire éloigner la menace Hutu, et d'intérêt économique, c'est-à-dire contrôler le commerce des minerais dans la région. Et également, l'Ouganda, l'autre voisin important de la RDC, joue un rôle géopolitique ambivalent dans ce conflit. Kampala a été allié du Rwanda pour renversé Mobutu en 1996, puis a soutenu sa propre faction rebelle en RDC durant la Seconde Guerre du Congo avant d'entrer en rivalité ouverte avec le Rwanda. Les armées ougandaises et rwandaises se sont même affrontées à Kisangani à 3 reprises déjà, en 1999 et en 2000 pour le contrôle des zones minières. Aujourd'hui, l'Ouganda poursuit ses objectifs en RDC, lutter entre guillemets contre les rebelles de l'AFD, les forces démocratiques alliées, un groupe armé islamiste ougandais retranché également dans le Nord Kivu et assurer une part l'influence et les profits à l'est du Congo. Officiellement, donc, Kampala coopère avec Kinshasa. Il s'agit de troupes ougandaises qui mènent des opérations conjointes avec
l'AFD depuis fin 2021. Cependant, des soupçons pèsent sur l'implication ougandaise également aux côtés du M23. Des rapports de l'ONU et des sources régionales indiquent que le M23 a bénéficié de la complicité, du moins des complicités en Ouganda pour son réarmement et même un soutien logistique, rapporte un magazine Africa Center. En 2025, dans la présence de groupes ougandaises au sein de la force armée régionale EAC employée au Kivu soulève des questions. Certes, on accuse Kampala de jouer un double jeu tout simplement. Néanmoins, l'Ouganda comme le Rwanda partagent un intérêt commun, empêcher que l'Est de la RDC soit contrôlé par un pouvoir hostile et garder l'accès également sur les ressources et sur les routes de commerce de cette région-là. Alors, le Burundi est un autre acteur régional impliqué également. Ce pays a envoyé des troupes armées en RDC dans le cadre de la force de l'AEC, notamment au sud Kivu. Son intérêt principal est de neutraliser les mouvements rebelles burundais qui utilisent l'Est congolais comme une base aérienne. Par exemple, Red Tabara. Alors, le Burundi, dirigé par un pouvoir Hutu, se méfie également de l'influence du Rwanda, dirigé par un régime Tutsi. Dans la région, les soldats burundais présents en RDC se sont ainsi retrouvés à combattre indirectement le M23 aux côtés de l'armée congolaise. L'engagement du Burundi illustre comment le conflit à RDC-Rwanda peut rapidement prendre une dimension régionale. Chaque voisin intervient pour ses propres raisons sécuritaires, intérieures, influence stratégique, etc. faisant craindre tout simplement à un moment une confrontation directe entre les États dans la région des Grands Lacs. Alors au niveau international, de nombreux organismes et puissances tentent de juguler ce conflit aux implications humanitaires et sécuritaires mondiales. En premier lieu, l'ONU qui est présent au Congo depuis plus de 20 ans à travers la MONUSCO, l'une des plus importantes missions de paix onusiennes dans le monde. Le Conseil de sécurité suit de près l'évolution de la crise. Elle a condamné fermement la récente offensive du M23 et les violations des droits humains, les massacres de civils, les recrutements d'enfants pour en faire des soldats. Alors, la MONUSCO, critiquée pour son inefficacité, a vu plusieurs de ses bases attaquées par le M23 et au moins 17 de ses casques bleus ont été tués dans l'escalade de fin 2022 au début 2023. Les discussions sont en cours à l'ONU pour renforcer l'appui aux processus régionaux de médiation. Parmi les États influents, la France, les États-Unis jouent un rôle notable. La France, ancienne puissance coloniale dans la région, il faut savoir qu'elle a administré le Rwanda jusqu'à 1962 et garde donc des liens étroits avec la RDC qui est un pays francophone. Donc, la France s'est récemment posée en médiateur. Le président de la France, Emmanuel Macron, s'est impliqué diplomatiquement pour essayer d'apaiser lui aussi les tensions. Il a publiquement exhorté le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes de la RDC. Témoigne un journal français, Le Monde.fr. Paris cherche à équilibrer sa relation à Kinshasa, qu'elle soutient dans sa souveraineté, et Kigali, avec qui elle a normalisé ses rapports après des années de froid post-génocide, tout en s'alignant sur une position européenne de condamnation de l'ingérence rwandaise. Les États-Unis, à leur côté, disposent d'une influence significative sur le Rwanda, allié stratégique depuis l'après-génocide. Washington a néanmoins fait part de son inquiétude face au rôle que joue depuis plusieurs années Kigali dans la résurgence du M23. En 2023, le département d'État a même inscrit le Rwanda sur la liste des pays utilisant des enfants soldats en lien avec le recrutement forcé d'enfants par le M23 soutenu par Kigali. De plus, dont les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions ciblées contre les commandants du M23 et leur soutien. Un général rwandais et des officiers congolais impliqués figurent sur la liste noire américaine. Donc, ces gestes indiquent une pression internationale accrue sur le Rwanda pour qu'il revoit sa politique dans l'est du Congo. D'autres acteurs comme la Chine, qui est quant à elle intéressée par les minéraux congolais, ou les organisations multinationales telles que l'Union africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, suivent également de près l'évolution de ce conflit, conscient qu'une déstabilisation prolongée de la RDC aurait des répercussions au-delà de l'Afrique centrale. Il s'agit là des aspects également économiques
important, les ressources naturelles de la RDC, en particulier celles des provinces orientales, constituent un enjeu central du conflit. À l'est du Congo, on sait que l'est du Congo regorge des minéraux stratégiques comme l'or, le diamant, l'étain, le tungstène, le coltan, minéraux tantal utilisés pour des composants électroniques, le cobalt, sans oublier le bois précieux et d'autres richesses du sous-sol. Le contrôle de ces ressources a donc alimenté les guerres et attise les convoitises des belligérants locaux comme des puissances voisines depuis la fin des années 90. Donc, c'est depuis les années 90 que le Rwanda, du moins l'armée rwandaise ougandaise, occupe de larges portions du Congo. Des rapports documentent un pillage organisé des richesses congolaises. Un panel d'experts de l'ONU de 2001 a ainsi accusé le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi le Zimbabwe, allié de Kinshasa durant la guerre, d'orchestrer tout simplement l'exploitation illégale systématique du diamant, du coltan, du cobalt, de l'or et d'autres ressources de la RDC. Alors, ces trafics à grande échelle sont effectués sous la contrainte ou en collusion avec les seigneurs de guerre locaux ont contribué donc à financer la poursuite des hostilités dans la région. Paul Kagame et d'autres responsables rwandais ont été pointés du doigt pour s'être enrichis grâce à l'exploitation des minéraux du sang congolais. Malgré des accords de paix qui ont été rédigés en 2023, le phénomène s'est poursuivi de façon plus discrète. Un rapport de 2023 a révélé que l'armée rwandaise disposait alors d'une unité spéciale qu'on appelle Congo-DES dédiée à la gestion de ses intérêts économiques en RDC. Preuve que la prédation économique s'est institutionnalisée durant l'occupation. De fait, pendant les années de guerre, le Rwanda, qui ne possède que très peu de coltan sur son sol, est devenu l'un des premiers exportateurs mondiaux de ce minerai, ce qui témoigne tout simplement de l'extraction clandestine depuis le Congo voisin. Les autorités congolaises accusent donc ouvertement Kigali de poursuivre par le biais du M23 cette politique de spoliation des ressources. Alors pour Kinshasa, les motivations réelles du Rwanda sont avant tout économiques. Il s'agirait de contrôler les zones minières Nord Kivu et Sud Kivu, soit directement via les instructions militaires, soit indirectement via des administrations parallèles installées par ces rébellions fantoches. Le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, par exemple, a dénoncé le pillage systématique des ressources de la RDC par le Rwanda qu'il accuse d'ambition hégémonique. Alors, de même, de nombreux rapports ont fait état de commerce illicite bien rodé où les minéraux congolais sont exploités via le Rwanda ou l'Ouganda, brouillant leur origine. Alors le conflit actuel s'inscrit dans cette lutte économique depuis l'offensive de 2022. Le M23 s'est emparé des territoires riches en minéraux. On parle par exemple ici des territoires qui sont riches en or. Dans le territoire de Massissi, les rebelles ont mis en place une gestion administrative et un commerce dans les zones conquises, percevant les taxes et les revenus miniers. Alors, selon les analystes, le M23 et ses parents cherchent à pérenniser l'exploitation de ces richesses, l'instauration d'une administration rebelle et l'expansion de l'extraction minière dans les zones sous contrôle du M23 indiquent une stratégie qui vise comme ça à tirer profit à long terme des ressources locales, indique un journal africain, Africa Center. Ainsi, dans l'économie souterraine de la guerre alimente le cycle de violence. Des profits tirés de minerais financent l'effort de guerre, tandis que la faiblesse de l'État congolais a encadré légalement l'exploitation minière, encourage les ingérences étrangères. Une paix durable devra donc impérativement inclure des mécanismes de transparence et de contrôle sur l'exploitation des ressources naturelles afin de couper les financements des groupes armés et donc comme ça dissuader les prédations extérieures. Conséquence, les populations civiles paient depuis plus de 2 décennies le tribut effroyable de conflits successifs dans l'est du Congo. Déjà, dans un premier temps, les 2 guerres qui ont provoqué la mort de millions de personnes en RDC, souvent avancées. Alors, on parle là souvent de 5 à 8 millions, inclus principalement des décès indirects liés aux famines, aux maladies et aux déplacements engendrés par le chaos et la guerre. Ce bilan fait de la crise congolaise l'une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, la situation humanitaire demeure l'une des pires au monde.
D'après l'ONU, environ 7 millions de Congolais sont déplacés internes à cause du conflit, notamment dans les provinces orientales. Un nombre tout simplement catastrophique, le troisième plus élevé au monde après la Syrie et le Soudan. Ça illustre tout simplement l'ampleur des déplacements des populations qui fuient le jour les combats, les exactions des milices ou des violences intercommunautaires. À ces déplacés à l'intérieur du pays s'ajoutent également les réfugiés congolais à l'étranger, principalement en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. Parallèlement, la RDC continue d'héberger sur son sol des dizaines de milliers de réfugiés rwandais, Hutus pour la plupart, arrivés en 1994 après le génocide, dont la présence prolongée fait partie des facteurs de la tension. Les affrontements dont récents ont aggravé la crise humanitaire, la reprise de l'offensive du M23 en 2022-2023 a entraîné de nouveaux déplacements massifs. Plus de 500 000 personnes ont été chassées de leur foyer dans le seul Nord Kivu, rien qu'au cours de l'année 2022. Au début de l'année 2023, du fait des combats, également des camps de déplacés surpeuplés se sont formés au bord de Goma dans les territoires voisins où les conditions de vie sont extrêmement précaires. On parle du manque de nourriture, d'eau potable et de soins. L'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés congolais pèse aussi sur les pays limitrophes. Pour exemple, le Rwanda, on a vu affluer des habitants du Nord Kivu lors de l'avancée du M23 vers Goma en fin 2022. Ces déplacements massifs s'accompagnent très souvent des violations graves des droits de l'homme. Les civils de l'Est du Congo endurent des enlèvements, des pillages, des exécutions sommaires, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre par les groupes armés. Des massacres également à motivation ethnique ont été documentés et perpétrés tantôt par les milices communautaires, tantôt par les rebelles. Le recrutement également des enfants soldats reste un fléau dans la région. Le M23 lui-même a été accusé d'enrôler de force des mineurs. Par ailleurs, l'insécurité a entravé l'acheminement de l'aide humanitaire. Plusieurs organisations ont dû suspendre temporairement leurs opérations dans les zones de combat